nous allons poursuivre et commencer l'après-midi avec un nouvel atelier, une nouvelle séance intitulée Perspectives philosophiques. Alors, séance que j'ai l'immense honneur et l'humilité de présider. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter donc les intervenants, ou du moins l'intervenant qui va, Nicolas Pletzer, qui va nous proposer une communication intitulée La tradition du discontinu, Édouard Glissant contre la philosophie de l'histoire. Alors, Nicolas Pletzer est doctorant contractuel à l'Institut d'études politiques de Paris, où il réalise actuellement une thèse sur la démocratie radicale et la question de l'institution, co-dirigée par Frédéric Gros et Linda Zerilli. Avant ses études doctorales, il a obtenu un master en théorie politique à Sciences Po en 2017, avec un mémoire sur la critique de la souveraineté chez Hannah Arendt. Il a également été chargé de cours en philosophie à l'Université Paris-Est, Créteil, étudiant en échange à Columbia University, ainsi que chercheur doctorant à l'Université de Chicago. Ses recherches portent sur la théorie la théorie démocratique, le constitutionnalisme, la théorie critique et la pensée décoloniale. Et je rappelle le titre donc de sa communication. Elle s'intitule donc La tradition du discontinu, Édouard Glissant contre la philosophie de l'histoire. Monsieur Pletzer, c'est à vous. Merci beaucoup pour cette gentille introduction et merci surtout aussi à toute l'équipe d'organisation pour cette belle rencontre sur Édouard Glissant et le discours antillais. Particulièrement merci à Sylvie Glissant et Loïc Séry. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'être ici. Alors, je commence en disant que la pensée politique d'Édouard Glissant continue à nous échapper. Interrogé sur la distinction entre les deux notions de mondialisation d'une part et mondialité d'autre part en 2007, le poète a refusé de clarifier son propos. Je cite : « Il est difficile de reprendre ou de répéter des notions qui se sont présentées au cours de développement autonome. Il y a là un risque immédiat de mécanisation, un danger de théorisation a posteriori dont il faudrait se garder. On ne prononce jamais deux fois les mêmes mots dans le même fleuve du monde. » Fin de citation. La poétique glissantienne semble alors opposée à toute théorie politique qui met l'accent sur la cohérence et la systématicité. Il ne peut donc pas surprendre que l'intérêt pour son œuvre dans cette discipline est lui-même un phénomène récent et encore marginal. Mais dès qu'on est prêt à abandonner la recherche d'un système de pensée pour se laisser emporter par ses intuitions multiples, la portée éminemment politique de la pensée glissantienne commence à ressurgir. C'est dans le discours antillais, cet ouvrage en mi-chemin entre manifeste, analyse économique et collage de textes littéraires, que Glissant articule une pensée décoloniale du politique. Celle-ci implique un décentrement radical de la philosophie occidentale moderne en ce qui concerne un de ses présupposés centraux, à savoir la temporalité unilinéaire supposée dans la tradition libérale et progressiste par la suite des Lumières. Le discours antillais a souvent été interprété comme une longue lamentation sur le caractère passif et dépolitisé du vécu antillais. Comme Glissant le dit en introduction, je cite, « Chaque fois que ce peuple s'est insurgé contre le sort qui lui était fait, il en est donc résulté une répression implacable. Chaque fois suivie d'un étalement et d'un englument. C'est la longue théorie des occasions perdues. » Fin de citation. Selon Nick Nesbitt, le pessimisme du discours antillais serait alors opposé à la tradition anticoloniale de ce qu'il appelle critique caribéenne, auquel Toussaint Louverture et Frantz Fanon appartenaient, qui cherchaient encore, je cite, à effectuer une rupture radicale avec le colonialisme. Glissant, lui, donnerait une description plutôt qu'une critique, je cite, des faussetés et des blocages de la situation antillaise pour dépeindre un monde dans lequel la promesse de tout événement a finalement disparu sur la réalité aveuglante d'une colonisation réussie. Fin de citation. Ça, c'est Nesbitt. S'il est alors vrai que le discours antillais prend sa distance vis-à-vis de la dialectique hegelienne, telle qu'on la trouve chez Fanon, une lecture pessimiste de cet ouvrage n'arrive pas à épuiser le potentiel critique de l'approche glissantienne. Certes, une grande partie du discours est dédiée à l'analyse de ce que Glissant appelle le décervelage colonial du peuple antillais, qui atteint même l'inconscient des hommes et des femmes colonisés jusqu'à l'impossibilité de la révolte. Il semble donc pertinent de reprendre l'expression de Romuald Foncua de théorie critique des îles pour situer cet ouvrage.
théorie critique d'un colonialisme qui opère à travers, je cite, Glissant, l'obscurcissement du rapport de domination. L'éloignement de la puissance dominatrice dilue le rapport de domination et le fausse. Fin de citation. Le discours antillais a donc été lu comme un ouvrage qui met fin à l'espoir de la résistance anticoloniale. Sans conscience collective, les sujets colonisés seraient condamnés à revivre un détour après l'autre et leurs révoltes finiront toujours en échec. Mais cette lecture n'épuise cependant pas la vision de l'auteur, militant décolonial. Nesbitt, qui inscrit son propre projet théorique en dialogue avec la pensée de l'événement d'Alain Badiou, n'arrive pas à saisir les fissures dans l'édifice idéologique que Glissant décrit. Son emphase non pas sur une histoire humaine qui se réalisera par une dialectique révolutionnaire, mais sur, je cite Glissant, cette conjonction inaperçue d'histoire, au pluriel. La non-histoire antillaise n'est donc pas seulement un vide produit par le raturage de la mémoire. Elle est une, je cite, présence à la limite du supportable, car elle projette un sens douloureux du temps de notre futur sans le recours de ces sortes de plages temporelles dont les peuples occidentaux ont bénéficié, sans le secours de cette densité collective que donne d'abord un arrière-pays culturel ancestral. Fin de citation. Quand Glissant affirme alors que l'histoire antillaise serait une non-histoire, cela ne veut pas dire que le peuple antillais serait sans histoire. L'auteur exprime cette idée dans une phrase qui semble avoir échappé complètement à Nesbitt. Je cite, « Il est incongru de prétendre qu'un peuple n'a pas d'histoire. » Fin de citation. Pour Glissant, la colonisation réussie est une hypothèse de travail, non pas le constat passif d'un destin. Fin de citation. Peut-être peut-on penser alors que le propos principal du discours n'a jamais été de se lamenter sur l'absence de rupture et de véritables événements. Notre hypothèse sera ainsi qu'une notion du politique chez Glissant émerge non pas comme expression d'un grand soir qui pourrait inaugurer un absolu, tel que le souhaite Badiou et peut-être Nesbitt. Serait-il possible que le politique chez Glissant désigne plutôt une dimension interstitielle, toujours dans l'entre-deux, proche à ce qu'il appellera des écomondes, qui traversent et déstabilisent toute construction d'un universel surplombant en le ramenant par terre? Une telle conception du politique, loin d'être pessimiste, contient une force critique et décoloniale à travers au moins 2 points, qui recoupent 2 moments historiques qui sont mentionnés dans le discours. L'abolition, ou plus exactement la réabolition, de l'esclavage en 1848 et la révolte anti-esclavagiste de Louis Delgrès en Guadeloupe en 1802. Dans un premier temps, nous nous intéressons alors donc au chapitre de la déclaration de l'abolition, le chapitre, le développement plutôt du discours, sur la déclaration de l'abolition du 31 mars 1848 de Louis-Thomas Husson, pour y dégager ce que pourrait être nommé une critique des droits de l'homme chez Glissant. Cette critique est politique, car elle implique un décentrement radical de l'abolitionnisme progressiste et étatiste, ce que Glissant appelle péjorativement « schulterisme », au nom des mémoires souterraines. Dans un deuxième temps, nous proposerons une lecture de la révolte d'Elgrès, qui s'inscrit dans ce que nous nommerons une critique de la philosophie de l'histoire, rapprochant l'histoire fracturée antillaise à la pensée de Walter Benjamin. Bien que ces deux critiques chez Glissant partagent le même arrière-plan normatif, à savoir la défense du divers contre le même, de la relation contre l'universel, de la digenèse et des traces contre l'unicité et de l'origine, nous les distinguons pour arriver non pas à un modèle glissantien, car ce serait faire violence à son œuvre, mais tout de même à une clarification de sa contribution distincte en théorie politique. Loin d'opposer les 2 moments que nous identifions, la critique de la philosophie de l'histoire restera toujours intimement liée à la critique de l'humanisme universaliste des droits et vice-versa. Les réflexions de Glissant sur les limites du progressisme universaliste se rapprochent ainsi de ce que Benjamin nommait de manière paradoxale une tradition du discontinu. S'opposant à l'histoire, avec un H en majuscule, unilinéaire des vainqueurs, Glissant, lui aussi, insiste non pas sur la réalisation d'un humanisme jusqu'alors inachevé, mais sur la force explosive des contre-récits et de leur temporalité brisée, faisant écho des luttes cachées en lieu de leur dissolution dans une historicité unique et réconciliée. Édouard Glissant, Critique des droits de l'homme ou le cas Louis-Thomas Husson. Le développement du discours antillais, intitulé « L'amorce », propose une analyse cinglante de la proclamation de l'abolition de l'esclavage en Martinique du 31 mars 1848 par Louis-Thomas Husson, délégué de la République française. Selon Glissant, ce n'est pas une proclamation qui a fait l'histoire qui a suivi, mais qui a donné, je cite, l'expression pour une fois lisible
du rapport étroit entre le discours des droits de l'homme et la domination coloniale. La proclamation de Husson est significative pour Glissant car elle montre en toute transparence la fonction véritable du discours abolitionniste républicain, à savoir la continuité entre l'économie politique de l'esclavage et l'assujettissement capitaliste post-esclavagiste, par la soi-disant liberté républicaine, comme deux modes distincts d'un même rapport colonial. Autrement dit, la proclamation du Husson se prête à une critique de l'idéologie, qui inscrit le discours antillais dans une tradition marxienne. Suivant le geste fameux de Marx sur la question juive, la critique de idéologie critique, déchiffre ce qui se présente comme données naturelles, comme étant le résultat de l'activité humaine, et ce qui prend l'allure de l'universel, comme étant la généralisation illicite d'un particulier au nom des intérêts dominants. Comme le formule Rahel Yegi, si, je cite, les idéologies sont le moyen par lequel les relations dominantes se nichent dans les têtes et les cœurs des individus, la critique de l'idéologie est une critique de la domination en tant que critique des mécanismes produisant ce qui va de soi, et inversement, en tant que déchiffrement de ces mécanismes comme des mécanismes de domination. Fin de citation. L'analyse que Glissant propose de la proclamation du citoyen Husson correspond à cette méthodologie théorique, esquissant les contours d'une herméneutique du soupçon, pour reprendre l'expression de Ricoeur, à l'égard des droits universels. Pour Glissant, la proclamation de 1848 illustre le retournement dialectique de la liberté républicaine en, je cite, « annonce à peine voilée de nos aliénations ». Fin de citation. La proclamation que Glissant reproduit dans son entièreté commence avec les phrases suivantes. Je cite, Husson. « Mes amis, vous avez tous appris la bonne nouvelle qui vient d'arriver de France. Elle est bien vraie, c'est monsieur le général Rostolland et moi qui vous l'avons apportée. Nous avons pris la voie du steamer pour arriver plus tôt. La liberté va venir. Courage, mes enfants, vous la méritiez. Ce sont de bons maîtres qui l'ont demandé pour vous. » Fin de citation. Dans la lecture critique de Glissant, cette proclamation, je cite, dévoile bien ce qui est caché dans la libération, entre guillemets, des esclaves. À commencer avec l'idée de la bonne nouvelle qui sera le principe, je cite, de notre vie politique et collective. Je cite encore, « L'habitude que la décision soit prise ailleurs, la loi arrive, Paris fait la loi. » Fin de citation. L'émancipation telle qu'elle se trouve articulée dans le discours universaliste ressemble ainsi à un fait, je cite, qui s'est produit ailleurs, sans nous, et qui retentit pourtant, pour autant, ici et en nous. Fin de citation. Plus précisément, Glissant voit la proclamation du 31 mars 1848 comme une préfiguration de multiples aspects de la domination coloniale dans le nouveau régime post-esclavagiste. Du transport transatlantique en vitesse des représentants français du steamer de Husson au Boeing contemporain, qui correspondent à des différentes formes du cordon ombilical avec la métropole, en passant par l'image de la bonté du père et l'affectivité entre dominant et dominé, notamment à travers, je cite, la valeur république et sa vertu. Fin de citation. Pour le militant décolonial Glissant, le côté affectif de l'idéologie républicaine cache les rapports de domination jusqu'à aujourd'hui. Il cite les propos du secrétaire d'État sur le dom-tom Paul Dijoux, qui a été évoqué hier aussi, qui, en repense à des incidents racistes en 1979, déclare, je cite Dijoux, « Nous sommes tous Français, les Français doivent s'aimer. » Fin de citation. Une idée qui aurait, je cite Glissant, fait crouler de rire n'importe quel auditoire gouvernemental ou d'opposition de France. Fin de citation. Parmi les nombreuses continuités entre l'émancipation proclamée et la domination coloniale, dont Glissant propose ici une liste impressionnante, je souligne 3 en particulier. Le rôle du travail, celui du mariage et celui de la temporalité unilinéaire. Selon Glissant, la proclamation de 1848 laisse enfin tomber la masque idéologique des droits de l'homme. Il s'avère être, en confirmant l'analyse marxienne dans un contexte post-esclavagiste, un dispositif d'assujettissement pour la société capitaliste dans laquelle le travail dit libre est placé au cœur de la domination. Car juste quelques phrases après l'annonce de la libération, Husson insiste ainsi sur la discipline du travail. Je cite Husson, « Il faut prouver que vous comprenez que la liberté n'est pas le droit de vagabonder, mais bien le droit de travailler pour soi-même. » Fin de citation. Ce qui s'annonce ici sous le nom de la liberté n'est donc rien d'autre que la transformation de l'esclave en prolétaire. Comme le dit Glissant, mettant en pratique la méthode marxienne de la critique de l'idéologie, je cite, « Du point de vue économique, la proclamation de 1848 analyse parfaitement le passage du travail servile au travail pseudo-salarié en Martinique. Du point de vue politique,
il dessine étroitement les conditions de la liberté entre guillemets. Fin de citation. Glissant souligne que ce manœuvre idéologique passe notamment à travers la valeur accordée au mariage. Il cite Husson. Les esclaves désormais se marieront pour avoir un vieux père, une mère, une femme et des enfants, des frères et des sœurs, toute une famille à nourrir et à soigner, parce qu'ainsi tout le monde sera obligé de travailler quand tout le monde sera libre. Fin de citation. Le mariage prend son sens par le rôle idéologique qu'il joue pour l'injonction adressée aux esclaves à préparer leur liberté. Car la proclamation du sang ne signifie pas une abolition immédiate qui sera seulement proclamée 4 semaines après par Victor Schœlcher. Je cite, « Il faut que la République ait le temps de préparer les fonds du rachat et de faire la loi de la liberté. Ainsi, rien n'a changé jusqu'à présent. Vous demeurez esclaves jusqu'à la promulgation de la loi. Alors, messieurs le gouverneur Rostolan m'enverra vous dire « La liberté est arrivée, vive la République ». Fin de citation. Ainsi, la proclamation implique une conception de l'histoire sous-jacente, correspondant à la temporalité lente d'une liberté qui arrive de la métropole et qui exige surtout de la patience, jamais de la révolte. Le discours de la fausse libération va de pair avec ce que Glissant appelle la théorie des délais et des étapes d'une philosophie de l'histoire occidentale. Il serait possible de s'arrêter ici en prenant toute cette analyse pour une confirmation d'une lecture pessimiste du discours. Glissant lui-même semble donner raison à cette interprétation en disant « M. Husson était un génie, aussi piètre que son projet, mais combien efficace ». Notamment par le fait que sa proclamation a d'ailleurs été présentée sous une forme bilingue, en français à gauche et en créole à droite, mais dans un créole, je cite Glissant, « indubitablement débile, qu'on ne peut faire moins que de considérer ce parler comme un bas patois. C'est ce qu'on voudra qu'il devienne. » Fin de citation. Le titre du chapitre, ou du développement, l'amorce, a été traduit en anglais par « in the beginning ». L'amorce comme signifiant le début, c'est-à-dire la proclamation comme quelque chose de fondateur, comme, je cite Glissant, le traité de partage de l'Empire carolingien. Fin de citation. Mais cette interprétation de l'amorce comme « beginning » fait disparaître silencieusement son ambiguïté remarquable, car l'amorce signifie non seulement le début d'une action, ou d'ailleurs, je cite le dictionnaire Larousse, un produit servant à attirer les poissons, mais aussi, selon encore le dictionnaire Larousse, je cite, une très petite masse de matière fulminante entre deux rondelles de papier destinée à produire une explosion quand on la frappe. Fin de citation. L'amorce est un terme pyrotechnique. Elle est, dit le Larousse, un explosif sensible au choc. De même, la critique de l'idéologie que Glissant pratique ne se réduit pas à un mouvement négatif, opprimant, et l'édifice idéologique du discours de 1848 ne se ferme jamais en totalité. Elle reste matière explosive. La critique glissantienne de l'abolitionnisme républicain peut aussi être entendue comme le rejet d'un universalisme idéologique en faveur non pas d'une passivité mélancolique, mais au nom de ce qu'il appelle une vision prophétique du passé. En mettant l'accent non pas sur les grands moments révolutionnaires, mais sur les éclats et leurs échos interstitiels. Glissant marque également sa distance avec la position d'Aimé Césaire, qui voyait, dans le combat de la Révolution haïtienne, une lutte pour la réalisation véritable de l'universalisme, historiquement mais non pas essentiellement idéologique. Pour Césaire, Toussaint Louverture visait, je cite Césaire, la transformation du droit formel en droit réel. Fin de citation. Pour Glissant, au contraire, la radicalité politique réside au-delà des déclarations de droit, non pas dans la promesse non tenue de l'universel, mais dans les histoires souterraines de lutte, notamment celle du marronnage, qui, selon l'auteur, représente, je cite Glissant, un exemple incontestable d'opposition systématique, de refus total. Fin de citation. Ce que le langage de la liberté républicaine cache derrière un écran de fumée, ce ne sont pas seulement les rapports de domination, on y trouve aussi la trace des luttes de marronnage. Je cite, « La lutte des esclaves est détournée de son sens par l'idéologie dominante. Le schœlcherisme est l'expression de cette déviation. » Fin de citation. Ce que la critique de cette idéologie peut soulever, ce serait aussi une notion d'une autre liberté, cette fois relationnelle et créolisante. La liberté comme marronnage, pour reprendre l'expression récente de Neil Roberts, au-delà de l'idéologie universaliste qui ne cesse pas à ramener le divers au même. Édouard Glissant critique la philosophie de l'histoire, ou la poudrière de Matouba.
L'autre moment historique souligné par Glissant qu'il convient d'analyser très brièvement dans cette deuxième partie est la révolte de l'officier républicain libre de couleur Louis Delgrès contre la réintroduction de l'esclavage par Napoléon Bonaparte en 1802. Dans le développement intitulé Histoire, Histoire, qui, pour des raisons inconnues, n'est pas inclus à la traduction anglaise d'ailleurs de l'ouvrage. Glissant tourne vers la révolte de Delgrès pour y saisir une temporalité qui fait rupture avec la linéarité du temps vide et homogène, pour reprendre le terme de Benjamin, caractéristique de la modernité occidentale. À la fin des batailles sanglantes en Guadeloupe, Delgrès et ses derniers soutiens se barricadent en haut du fort Saint-Charles, qui depuis 1998 porte son nom, avant de prendre refuge avec 300 hommes et femmes au pied du volcan de la Soufrière à Matouba. Quand la défaite devient inévitable et la remise en esclavage des révoltés s'annonce, Delgrès se fait sauter sur la poudrière de Matouba, dans un suicide héroïque de groupe sans égal au début du XIXe siècle. À ce moment, une proclamation avait déjà été affichée sur les murs de Basse-Terre, s'adressant à, je cite, l'univers entier, pour condamner la trahison de la liberté par la République française. La proclamation de Delgrès finit par les mots « Et toi, postérité, accorde une larme à nos malheurs et nous mourrons satisfaits ». Dans la lecture pessimiste de Nesbitt, la révolte de Delgrès symbolise un pseudo-événement, la défaite antillaise par excellence, car l'échec militaire se trouvera dédoublé dans l'éradication de sa mémoire, dans la conscience décolonisée pendant 2 siècles. Delgrès et sa proclamation intitulée « Le dernier cri de l'innocence et du désespoir » serait ainsi le symbole du pessimisme glissantien et de sa destitution du politique, contre la tradition révolutionnaire antillaise de Toussaint à Fanon. Mais une telle lecture ne prendra encore une fois pas compte de la critique radicale de la philosophie de l'histoire, dans laquelle Glissant situe la mémoire de Delgrès. Comme dans le chapitre L'amorce, le chapitre Histoire, Histoire reprend le langage pyrotechnique pour conceptualiser un temps de la révolte. La poudrière de Matouba se mélange ainsi avec une analyse d'une temporalité explosive, une vision, je cite, prophétique de l'histoire, une histoire par pont, contre la vision linéaire et hiérarchisée, je cite, d'une histoire qui courrit sans seul fil. Quand Glissant affirme que, je cite, toute théorie généralisante de l'histoire qui sous-estimait les redoutables vécus du monde et leurs sautes, leurs impasses possibles peut constituer piège. Fin de citation. Sa perspective implique une revalorisation politique du moment de la rupture qui résonne profondément avec Walter Benjamin, dans la mesure où le passé ne se stabilise jamais en point d'origine ou dans une ligne progressante. Le moment du passé, comme Delgrès à Matouba, se dirige directement à un futur, introduisant un tremblement dans l'imaginaire progressiste. Bien que les mots de Delgrès n'aient pas fait sauter la domination esclavagiste et coloniale, Glissant refuse une lecture du passé qui ferait le tri binaire entre échec lamentable et révolution glorieuse. Au contraire, l'histoire, en majuscule, singulière, donne ici place à une transversalité souterraine entre des mémoires insurgentes. J'arrive à ma conclusion. Au-delà d'une lecture dépolitisante, Glissant propose un contre-récit d'un temps brisé, dont la constitution serait toujours liée à la lutte anticoloniale et à la décolonisation de l'imaginaire. Il sera ainsi le pari de cette contribution que le rapprochement du discours avec la critique de l'idéologie marxienne et à Benjamin peut contribuer à une reprise de son impulsion militante. Mais la rupture, et je conclus, la rupture chez Glissant ne marque jamais un point d'une extériorité radicale. Elle est, dans le langage de Benjamin, un éclat messianique, immanent à l'histoire. La différence entre la liberté républicaine et la liberté comme marronnage, entre l'histoire occidentale et les histoires des peuples hier réputés sans histoire, entre la proclamation idéologique de Husson et les révoltes esclaves du printemps 1848, entre l'hôtel des Invalides et la poudrière de Matouba, cette différence n'arrive jamais à disparaître, ni à se stabiliser en rupture nette. Elle marque une différence diagonale, différence dont l'espace ne serait jamais l'ailleurs, mais toujours l'entre-deux, transversale, tant que nous devenons prêts à quitter ce que Glissant appelle l'impénétrable exigence de l'unicité excluante, une exigence violente dont l'imaginaire politique occidental ne s'est jamais débarrassé. Je vous remercie. Merci. Merci, M. Pletzer, pour cette très dense communication donc, sur les rapports, sur la dimension donc, décoloniale, finalement, sa lecture décoloniale
qui émanent donc de l'interprétation de ces ruptures historiques que vous avez bien mises en évidence chez Glissant. Nous allons passer donc à la deuxième communication qui s'intitule donc Édouard Glissant, lecteur de Deleuze, Heidegger et Derrida, la question de la trace et de la différence, par Jean-Paul Madou. Monsieur Madou est l'un des grands noms de la critique glissantienne, professeur à l'Université de Savoie. Il s'intéresse au rapport entre la littérature et la philosophie, la poétique et l'esthétique. Il travaille actuellement sur le thème du deuil de la parole épique dans la littérature contemporaine, ainsi que sur la temporalité de l'image, dans la perspective des travaux de Didier Huberman, Benjamin et Agamben. Parallèlement à ces travaux, il continue ses recherches sur le mythe et la communauté, ainsi que sur les rapports de la voix et de l'écriture dans les littératures postcoloniales. À propos de l'œuvre de Glissant, il a publié notamment en 1996 Édouard Glissant, de Mémoire d'arbre aux éditions Rodopi. Monsieur Madou, c'est à vous. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier, bien sûr, Sylvie Glissant et Loïc Sméry pour l'organisation de ce colloque. Et je les encourage, bien sûr, à continuer l'archipélisation, quelque part, à travers le monde, de ces colloques, puisque c'est bien parti maintenant. Il y a un archipel qui est en train de se constituer et d'autres archipels viendront sans doute s'y greffer. Alors, je vous parlerai aujourd'hui, j'essaierai d'être bref, mais peut-on être bref quand on aborde la question de Glissant, lecteur des philosophes? Je commencerai tout simplement par une citation extraite du discours antillais, puisque c'est quand même le discours antillais qui nous retient. Je cite, « L'autre, avec majuscule, est la tentation du même. Le tout est l'exigence du divers. » Fin de citation. Cette phrase extraite du discours antillais contient comme resserrée dans la concision d'un aphorisme toute la dialectique de la relation, c'est-à-dire celle du même et de l'autre, du divers et du tout, mais aussi celle du même et du divers et de l'autre et du tout. Ces quatre concepts forment ainsi d'un essai à l'autre une constellation mouvante où se reformuleront les questions de l'être, de l'un et de la vérité. Aussi faudrait-il retracer la généalogie de chacun de ces concepts, étudier l'usage qu'en a fait Glissant tout au long de son œuvre, car les couples antithétiques du même et de l'autre, provenant du sophiste de Platon, et celui du même et du divers, provenant de l'essai sur l'exotisme de Ségalène, n'engageaient pas dans leur site d'origine les mêmes problématiques et n'initiaient pas aux mêmes démarches. Il en va de même de l'autre avec grand A, dans ses diverses occurrences historiques, Hegel, Sartre, Lévinas, Lacan. Plus complexe, le rapport de l'autre et du tout, car de deux choses l'une, soit le tout intègre l'autre et les dépouille de son altérité, soit l'autre excède le tout et le défait et le disloque en tant que totalité. Mais pour Glissant, le divers n'est pas le pur chaos et le tout n'est pas non plus la totalité au sens d'une totalité close et unificatrice qui ne serait d'ailleurs qu'une globalité abstraite et idéale. Le tout, comme l'écrit Kostas Axelos, on le cite très peu, Kostas Axelos, mais je crois que précisément son livre, La philosophie d'Héraclite, a quand même eu précisément un impact assez profond sur lui. Alors, Axelos écrit ceci, parlant d'Héraclite, et cité donc dans le discours antillais, une totalité qui n'est pas la somme ou la synthèse de tout ce qui est. Tel est l'enjeu du tout dans le tout-monde, dont le trait d'union marque un espacement, une béance, un inachèvement. Mais c'est dans cet inachèvement
dans ce manque, dans ce que Glissant appelle ce manque consenti que se croisent l'autre comme tentation du même et le tout comme exigence du divers. Soulignons précisément ces deux mouvements contraires, celui de la tentation et du désir et celui de l'exigence, de l'injection d'un « il faut ». Rappelons au passage que le « il faut » en ancien français est un doublet qui renvoie à la fois à la troisième personne du verbe « falloir » ainsi qu'à la troisième personne du verbe « faillir », « falte ». Rappelez-vous la dernière vers de la chanson de Roland, 4002, « Si falte la geste que tu rôles du déclinette ». Comme si la langue pressentait cette union des contraires et qu'elle nous l'offrait à méditer. Toutes ces catégories, issues de la tradition philosophique, s'animent et s'éveillent à une autre vie, déportées de leur site d'origine par les maelstroms du tout-monde. Ainsi, comme l'indique Glissant dans la poétique de la relation, le concept de relation est emprunté au système des catégories de Kant. Il le dit d'ailleurs, n'est-ce pas, dans une note à la fin de Poétique de la relation. Mais la catégorie la plus simple et néanmoins la plus énigmatique et peut-être même la plus retorse, c'est celle de l'un avec U majuscule. C'est la figure de l'un que s'ouvre l'intention poétique. L'un, la floraison des étoiles qui constitue peut-être le corps inattaquable de la vérité, majuscule. Oui, toute passion du monde, du vivant, du tressaillement, par quoi l'être provoque, débute en ce manque consenti. Et chacun se persuade que l'un est abrupt, qu'on n'a de chance d'y accéder que d'un élan, dans l'éclair et la révélation. Généreuse naïveté, mais ardeur nécessaire, faute de quoi le départ est taré, racorni. Fin de citation. Rien n'est plus ambigu que le statut de l'un dans les premiers essais de Glissant, mais aussi, je dirais, dans toute l'histoire de la philosophie occidentale. Ce serait une longue histoire qui nous mènerait de Platon aux grands mystiques, que Glissant considérait déjà comme des rebelles anti-système. Retenons que l'un, dont Platon nous dit qu'il est indicible, par-delà l'être et par-delà l'essence, n'est pas affaire de concept, mais de vision fulgurante, d'extase. Or, l'extase poétique de l'un, dans l'intention poétique, est appelée par Glissant à se dénouer dans la militante unité. L'un est l'unique, la solitude et imposition. Aussi prend-il la figure d'un individu isolé dans sa liberté abyssale. L'un, c'est la figure de l'Occident. Mais au revers, il marque aussi de son trait la saison unique de Martinique. C'est aussi l'Afrique, rêvée comme origine, et c'est aussi l'œuvre, avec majuscule, rêvée comme absolue. Cependant, ni l'Occident, ni la saison unique ne demeurent figés et immobiles, mais se répandent, s'écoulent et se diffractent dans le divers, comme l'eau de la source dans le delta du fleuve. L'Occident, répétons-le, pour Glissant, n'est pas un bloc monolithique, pas plus d'ailleurs que l'histoire de la philosophie, mais un archipel de langues et de cultures, dont la pensée du divers n'a jamais été absente, quand bien même sa pulsion profonde fut de réduire l'autre à n'être que le reflet du même. Et la saison unique, avec ses deux volets, hivernage et carême, qui, comme le dit le narrateur de la case du commandeur, s'embrouille, n'est-ce pas, comme cassonade, hein, c'est ce qu'il dit. La saison unique est elle aussi une figure de l'un, porteuse d'instants fulgurants et de révélations fugaces, telles que celles qui, dans l'intention poétique, président à la vision d'un minuscule oiseau noir. C'est ici la saison unique, une force dont à chaque instant et dans l'instant, nous nous forgeons. J'ai vu, je peux bien dire, découvert ce matin un minuscule oiseau noir à Crète, dont je ne sais le nom et qui n'a pas d'époque. Je fus soudain attentif à la nature
En cet oiseau, le feu unique, il a tremblé un instant sur les branchages, d'un trait, il a disparu vers la mer. Là en bas, je ne me soucie d'où il vient, ni ne cherche où il va. Seulement l'instant de sa présence. Après, je ne suis plus attentif à la nature. La saison unique est cet oiseau même. Elle nous force sans faillir à la connaître, mais ne nous contraint à la méditer. Mais l'apparition fugace exige en nous un prolongement, une continuité, une durée, le déploiement d'un paysage, le lieu où s'accomplit par excellence la dialectique de l'instant, porteur d'une révélation fulgurante, et de la durée qui en cerne et en explore l'écho. Pourtant, je cite, « Pourtant une continue pesée la fixe », la suite de la citation précédente. À nous d'établir cette fixation, à nous établir que cette fixation soit à la racine et non du débris, à nous de fouiller la saison unique, la mesure du temps, et d'imaginer d'où il vient avec nous et de savoir vers où il nous accompagne. L'un, dans la pensée de Glissant, c'est aussi l'Afrique des origines, le pays de l'avant perdu, abrupt et inaccessible, engendrant dans le songe antillais une vaine pulsion de retour. L'un s'y trouve toujours associé au cri, car le cri déchire l'un avec lequel il partage l'instantanéité de l'éclat. Dans Pays rêvé, pays réel, dans la clairière de nos mots, nous crions l'un qui chavire un temps, nous allume d'un charivari. Ou encore, nous cognons contre l'un souverain et frêle, en la saison, notre crier sans lire. Fin de citation. Enfin, l'un, avec majuscule, est aussi avant tout l'œuvre, avec majuscule, qui frappait justement cette majuscule, il n'est pas sans évoquer le livre de Mallarmé, dont il est aussi question dans l'intention poétique. Car c'est bien le règne de l'un qui hante le jeune Glissant, lorsque dans Soleil de la conscience, il rêve du seul poème, avec majuscule, seul poème, mais comme le livre de Mallarmé ne pouvait exister que sous forme de feuilles épars, le seul poème se disperse et se dispersera en une multiplicité de poèmes qui chercheront à s'établir dans une durée. Significatif à ce sujet, l'incipit d'un poème dans Soleil de la conscience, éclat du vent, chacun rêve enfant du seul poème, être poète, le devenir, c'est peut-être épuiser ce rêve, l'avoir renié. Donc à la fois fascination et rejet de l'un. L'un, notre mal unique. Aussi est-ce le devenir qui, chez Glissant, l'emportera sur l'être. Dès l'intention poétique et le discours entier, les concepts de Glissant se mettent en place et ne cesseront de former une constellation mouvante au sein de laquelle le couple de l'instant et de la durée prendra un relief tout particulier. L'attention à cette problématique, le jeune Glissant le doit sans doute à ses 2 maîtres en philosophie, professeur à la Sorbonne à l'époque où il préparait son DES. Jean Wahl, qui l'initia à la lecture de Hegel et de Heidegger, auteur d'une étude de l'instant, l'idée de l'instant dans la philosophie de Descartes, et Gaston Bachelard, plus particulièrement le Bachelard de l'intuition de l'instant et de la dialectique de la durée. 2 essais, peu lus aujourd'hui, voire même oubliés, posent, dans un débat avec la pensée bergsonienne, la question de savoir s'il faut penser la durée à partir de l'instant ou l'instant à partir de la durée. 2 modèles de temporalité s'y affrontent. Selon le premier, seul est réel la durée, les instants ne sont jamais que des abstractions prélevées sur la continuité du flux, soit la seconde, seul est réel l'instant, la durée n'étant jamais qu'une reconstruction artificielle de la mémoire. Mais projetée sur la réalité antillaise, la durée glissantienne n'a évidemment pas la fluidité continue de la durée bergsonienne où s'interpénètrent des états de conscience. Chez Glissant, la durée, qualifiée souvent de
et de patiente est faite de matière accumulée, de redites, de rechassements, de répétitions et de reprises. La durée ne révèle pas comme l'instant, elle dévoile à pesanteur. Elle n'a pas le tranchant de l'instant, ni l'aura d'une apparition, comme le petit oiseau. Sur ce point, elle n'est pas sans évoquer sa célèbre opposition de la trace et de l'aura chez Benjamin. La durée glissantienne est moins la longueur ou l'étirement du temps qu'une étendue, notion dont Raphaël Loraux a minutieusement retracé la généalogie et qui, par-delà les nombreuses variations de sens tout au long de l'œuvre, signifie l'entremêlement en spirale du temps et de l'espace, le mouvement infini des archipels, la quantité réalisée de toutes les différences possibles, le tout monde toujours à venir. Issu d'un débat philosophique, le couple de l'instant et de la durée va se greffer sur toute une série d'autres couples dont Glissant a dressé une liste non exhaustive d'ailleurs dans Poétique de la relation, tels que, nous en avons parlé l'année dernière, la transparence et l'opacité, le gouffre matrice et le gouffre abîme, la linéarité et la circularité, l'éclat et le relais, l'identité racine et l'identité relation, la mondialité et la mondialisation, n'est-ce pas, le territoire et la terre, etc. Chacun de ces termes du couple se ramifie en son tour en une série d'autres couples selon des rapports d'opposition, de continuité ou de consécution. Ainsi, l'éclat, par exemple, entre en opposition avec l'obscur, mais aussi fait aussi écho à la brisure, au fragment. Le rhizome s'oppose à la racine, comme le divers au même, la différence à l'identité, la périphérie au centre, la terre au territoire, la mondialité à la mondialisation. Autant de séries qui s'en vont s'enchevêtrer, s'enrouler dans une sorte de fugue baroque qui communique à l'œuvre un mouvement de dialectique en spirale. Tous ces couples et ces séries de couples ne formeront jamais un système, ni une structure, mais des séries. Nous avons ici affaire à une pensée de type sériel, ce qui rapproche Glissant de Deleuze et Guattari, dont la logique sérielle et baroque des mille plateaux s'oppose évidemment en tout point à la pensée structurale et classique d'un Lévi-Strauss. Cependant, malgré l'amitié profonde qu'il porta à Félix Guattari et à Deleuze, plus à Guattari d'ailleurs qu'à Deleuze, Glissant s'en démarque sur plus d'un point. Certes, Glissant leur doit la métaphore botanique du rhizome et se retrouve aussi dans l'idée que la santé en littérature consiste à inventer un peuple qui manque. On pense immédiatement au Batuto de Sartorus. Il appartient à la fonction fabulatrice d'inventer un peuple. Mais dans une page, bon, je saute il y a une distinction aussi que fait Glissant entre Deleuze et Guattari. Il parvient vraiment à bien montrer comment, dans le fond, oui, ils opèrent différemment. Mais je n'ai pas le temps d'aborder ça. Cependant, la pensée dialectique, c'est toujours définie comme, chez Glissant, comme dialectique. Ah, c'est là le problème. Il n'en fut pas de même pour Deleuze et Guattari, pour qui la dialectique fit l'objet d'une véritable détestation. Et pour reprendre la formule de Deleuze, qui n'y allait pas de main morte, lorsqu'il traita la dialectique d'infâme, l'infâme dialectique. Il y a d'ailleurs, ne l'oublions pas, un rejet de la dialectique dans la philosophie française de la seconde moitié du XXe siècle. L'exception de Sartre, la critique de la raison dialectique de Sartre, en 60, mais c'est fini après. Hein, on n'a pas fait d'épigone. Bon. La relation chez Deleuze n'est pas dialectique. Elle ne s'établit pas au moyen de médiation, mais de connexion immédiate, de circulation et de coupure de flux. Point de sujet, mais des agencements de pulsions, des mouvements moléculaires avec des variations d'intensité. Pour le jeune Glissant, étudiant en fait étudiant de Jean Wahl à la Sorbonne, mais déjà aussi poète, Hegel fut sans doute l'une des premières grandes lectures philosophiques.
C'est à l'ombre de Hegel que le soleil de la conscience, porteur d'intentions poétiques, s'éveille au rêve du seul poète. Mais par-delà Hegel ou Deleuze, c'est vers la pensée présocratique que se tourne Glissant, elle aussi formée d'alliances de contraires, Parménide, Délée et Héraclite d'Éphèse, une pensée de l'être vis-à-vis d'une pensée du devenir. Il ne s'agit pas ici d'un retour au passé, à une Grèce mythique, miroir de tous les fantasmes, ni de la répétition mélancolique d'une origine perdue, mais de la reprise ouverte sur l'avenir d'une pensée archipélique, riche de tous les métissages, contrairement à la cité athénienne, déjà jalousement fermée sur son identité citoyenne. Aristote était en fait un immigré à Athènes. Si la pensée de Glissant, oui, on va bientôt terminer, si la pensée de Glissant est plus proche d'une pensée du devenir que d'une pensée de l'être, le poème de Parménide n'en a pas été moins présent à son esprit. Écrit en hexamètre dactylique, la métrique de l'épopée homérique, le poème de Parménide réalise l'union de la poésie et de la connaissance. Et c'est sans doute en pensant au poème de Parménide que Glissant, commentant l'un de ses derniers textes, « Rien n'est vrai, tout est vivant », précise « Il y a de quoi constituer l'épine dorsale d'un poème, mais aussi la réflexion d'une philosophie. » La philosophie de la relation développe, dernier point donc, une pensée de la différence qui, pour un ancien élève de Jean Wahl, ne pouvait éviter l'œuvre de Heidegger, dont toute la pensée tourne précisément autour de la différence de l'être et de l'étant. Heidegger n'est cité qu'une seule fois, à ma connaissance, dans l'œuvre des Glissant, et plus précisément dans un paragraphe qui, dans tout un jeu de parenthèses et de guillemets, constitue à lui tout seul le chapitre 17 de la philosophie de la relation. Je cite, on ouvre les parenthèses, puis, bien plus tard, et selon peut-être un des Heidegger possibles, on ferme la parenthèse, 2 points, on ouvre les guillemets, la différence est un avatar que les temps essayent d'imposer à l'être. À la primauté, fin de citation, à la primauté de l'être sur l'étant chez Heidegger, Glissant oppose la primauté de l'étant sur l'être. Et ce n'est pas sans ironie que Glissant, dans ce qu'étant se connaît, écrit, reprenant une formule de Heidegger, l'être est la relation, mais la relation est sauf de l'idée de l'être. À la différence, Heidegger disait, l'être est Ereignis, je n'ai pas le temps d'expliquer ce qu'est Ereignis, mais l'Ereignis est sauf de l'être. À la différence heideggerienne, dont le trait est d'approprier les choses à ce qu'elles sont, répond la différence glissantienne. Dans le divers, la différence constitue, rapproche. Mais elle ne régit que si les éléments mis en présence sont propres à eux-mêmes. Mais alors que la différence de Heidegger reconduit au même, on pense ici au célèbre entretien avec le japonais, qui aurait pu, évidemment, pour Heidegger, constituer une percée vers l'autre. Mais il n'en a rien été. L'entretien de Heidegger se termine par « le même est », das Selbst ist. Mais la différence entre Heidegger et Glissant, elle ne rapproche pas. Elle oppose, tout oppose en vérité, le penseur des mornes et des mangroves au randonneur de la forêt noire. Et si chez Glissant, la différence est une trace, comme elle est aussi chez Heidegger, Spur, dit-il. Rappelons-nous cependant que tout le poids de la mémoire antillaise s'investit ou est investi par cette notion de trace. En l'occurrence, le chemin que se frayaient au plus épais des mornes les nègres marrons en quête de liberté. Rien de semblable, donc, au sentier forestier de la Germanie heideggerienne, qui ne mène pas à l'autre, mais à la clairière du même. La question de la trace, et là je termine là un petit paragraphe encore,
La question de la trace exigerait évidemment ici tout un débat avec la pensée de Derrida. Et je centrerai ici sur cette espèce de trace chez Derrida, donc, mais qu'on retrouve aussi chez Glissant, qu'est la cendre. Trace de la trace, vestige d'un effacement. Derrida dit le meilleur paradigme de la trace, ce n'est pas comme certains l'ont cru, la piste de chasse, le sillon dans le sable ou le sillage dans la mer, l'amour du pas pour son empreinte, mais la cendre. Une cendre qui n'est ni mémoire ni oubli, ni être ni étant, mais une poussière au bord du néant. Cette poussière de cendre jonche aussi les textes de Glissant. Ainsi, dans Pays rêvé, Pays réel, il n'est filiation au conteur, ni du nom à la terre, ni du vent à la cendre. Mais aux cendres déridiennes s'opposent d'autres cendres, des cendres fécondes. Je cite, et j'en ai presque terminé, les poétiques des Afriques ont laissé en nous antillais, comme un peu partout dans les Amériques, d'autres traces qu'il nous faut fouiller et décrypter. Ce ne sont pas les restes vifs d'une narration, ni les éclats d'un sceau, mais les cendres fécondes et désordonnées d'une ancienne désolation. Alors évidemment, il faudrait ici, je ne fais qu'indiquer des pistes de réflexion, il faut dire, bien sûr traiter toute cette question justement de la trace. Chez Glissant, cette trace est toujours une trace active. Ce n'est pas une trace qui est abandonnée à sa propre passivité, c'est une trace magnétique. Il parle des liaisons magnétiques. Donc c'est là toute la différence aussi avec cette trace derridienne. Mais les choses sont sans doute, même chez Derrida, infiniment beaucoup plus complexes. Alors voilà, dernière phrase, Glissant, profondément imprégné par la lecture des textes philosophiques. Glissant est-il pour autant un philosophe? La question m'a été posée un jour et quelqu'un m'a dit oui, mais c'est un peu les gens là dont nous avons parlé tout à l'heure, il n'assume pas ses sources. Ça veut dire il n'assume pas ses sources. Oui, enfin un peu, ça veut dire. C'est-à-dire qu'il manque de radicalité en philosophie. Mais je pense que se poser la question, est-ce que Glissant est philosophe, philosophe-poète, c'est toujours reconduire à la question d'une identité fixe. C'est assigner à Glissant une sorte d'identité institutionnelle. Il est un philosophe qu'on pourrait lire au concours d'agrégation. Non, mais non, évidemment, ce n'est pas dans ce sens-là, bien sûr, que je prends les choses.